Si on doit faire un vœu, faisons-le bien. « 1984, John Updike nous sort un roman Les sorcières d'Eastwick, traduit en France en 1986, et dont écrira même une suite en 2008, Les Veuves d'Eastwick, roman donc qui sera utilisé en partie seulement par le scénariste. Je regardais dans ses yeux et je me suis surprise à avoir des pensées que je n'avais pas eues depuis la dernière guerre. Une base partielle du scénario donc. Michael Christopher est à l'écriture, un dramaturge, acteur, scénariste et réalisateur américain que l'on a tous vu une fois sur un écran, ne serait-ce que dans Une journée en enfer de John McTiernan. On t'a dit que quelqu'un a acheté la résidence Lennox? Il va aussi écrire Le bûcher des vanités de Brian De Palma, Mr. Jones de Mike Figgis ou Anatomie d'un top modèle, qu'il va réaliser aussi, mettant en vedette et faisant connaître au monde Angelina Jolie, rien que ça, par sa performance excellente. Remarquez, je ne reconnaîtrai pas un héron argenté même si je pissais dessus. 3 jeunes femmes ici, donc, se faisant chier dans leur petite ville, vont décider de faire une incantation maléfique de sorcière un soir d'orage, je ne sais pas si ça compte, pour les sortir de leur petite vie. Cet homme devrait avoir du charme. Pas trop de charme. De beaux yeux. Et sans compter sans le diable qui va venir leur rendre visite et foutre un bordel sans nom dans leur vie et dans cette ville, celle d'Eastwick aussi. C'est le mari qui court partout se plaindre qu'il baise un macabé, et c'est lui qui l'a tué. Un producteur étonnant, Neil Canton, qui va se faire aider par le Gubber et Peters, roi alors des blockbusters, qui va ici prendre ce petit risque comme il le fit, et je l'embellis tous les jours, avec le film de W.D. Richter qu'il avait osé produire, Les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension. Moi, j'ai toujours aimé tirer un petit coup après le déjeuner. Qu'est-ce que vous en dites? Puis ce sera le Retour à le futur de Robert Zemeckis qui va le remettre sur pied, et ce film, Les sorcières d'Eastwick. Mais je meurs d'envie de vous baiser. Encore d'ailleurs un film inclassable, passant de comédie à romance, de fantastique à horreur, gentillette l'horreur certes, mais horreur quand même, restant dramatique sur le fond. Il rejette tout d'abord le script, se préparant à travailler sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, toujours de Zemeckis, mais ce dernier ayant du retard, il se lance. Vous êtes dénué de tout sens moral, vulgaire, insensible, égoïste, stupide. Vous puez. À la réalisation, c'est le grand George Miller qui sort du Mad Max au-delà du Dôme du tonnerre, co-réalisé par George Ogilvy, un réalisateur culte qui ne rate jamais rien. Qu'est-ce que vous préférez, être au-dessus ou en dessous? Au revoir, Daryl. Le créateur de Mad Max va donc nous donner son idée du conte de fées via les sorcières et le maléfique, un diable qui joue, beaucoup, se tapant les 3 dames et leur donnant plus de pouvoir pour qu'elles s'y perdent. Une comédie diabolique donc, un bonheur d'humour et de fantastique. Sers-toi de moi, Alex. Fais de moi ce que tu veux, je tiendrai le coup. Il est même étonnant pour beaucoup qu'il choisisse ce sujet, mais il continuera à ne pas se cantonner dans l'action après ce film, et l'on ne s'attend jamais à rien avec lui. Seule une question se pose, que va-t-il faire de ce roman ? Il va d'abord lire le scénario de Michael Christopher, puis le livre d'Updike, intrigué et obsédé par le sujet, ne faisant qu'y penser. C'est son goût pour la mythologie qui va le lancer finalement, puisque le monde essaie toujours d'essayer d'expliquer la vie et ses métaphores et symboles. Jane, nous nous rencontrons enfin. Daryl Van Horn. Pour Miller, faire des films, c'est se plonger dans l'inconscient collectif, et qui mieux que le diable résume l'homme, se plonger dans les histoires qui touchent le plus grand nombre. Je vois des gars de 60, 70 ans qui se cassent les couilles pour garder la forme. Le roman ne lui inspire que peu de choses, alors que le scénario le motive, ne trouvant pas dans le livre la narration inspirante dont il a besoin, et de faire un film, une histoire à la limite de l'érotisme, sans jamais rien montrer. Les mecs sont de tels enculés. Vous n'avez pas besoin de répondre. C'est vrai. George Miller va devoir se battre sur le mélange des styles et contre un conglomérat de producteurs ayant leurs idées bien appuyées, et de par sa façon de tourner rapidement, il va se passer de leur service.
Ils savent qu'ils débandent dès qu'ils rencontrent une femme forte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les appellent des sorcières. George Miller va aussi avoir la bonne idée de se faire accompagner, et pas des moindres, par une valeur sûre en directeur de la photographie, le grand et le talentueux Vilmos Zsigmond, un des meilleurs qui, du Délivrance de John Borman à l'Obsession de Brian De Palma, du Rencontre du troisième type de Steven Spielberg au Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, toujours de Cimino même, La Porte du Paradis, à Blowout, toujours de Palma. Bref, un maître, un grand talent qui ici officie comme il se doit parfaitement. À la musique, John Williams, rien que ça, mais j'en parle plus tard. Et aux effets spéciaux, de marque, Rob Bottin, l'homme de The Thing de John Carpenter, et bien d'autres, et qui va nous donner un beau dégueulis de cerise. Et un Jack Nicholson qui devient le malin. Et bien sûr, pour les effets optiques, Industrial Light and Magic qui vont donner des matte painting. Et des films avec une séquence de tennis hors norme où la balle va très loin dans le ciel, voire s'arrête en plein milieu. Je l'ai! Et un diable en transformation constante gigantesque ou infiniment petit. Des effets ne correspondant en rien à ce qui se passe dans le roman, mais changement de média oblige, il faut quand même du spectaculaire, ce qui va être souvent reproché au film et à George Miller, alors que franchement, s'il y a un quart d'heure à tout casser, je me coupe, enfin vous avez compris, et dont certains critiques diront que le succès mitigé du film viendrait de ses effets spéciaux. Voyons. En plus, ces effets vont être imposés par le studio, surtout par les deux producteurs à succès, Peter Guber donc et John Peters. Pour eux, effets spéciaux égale succès. C'est Warren Franklin qui va superviser pour Industrial Light and Magic toutes ces scènes superbes et encore une fois parfaitement travaillées. Franklin va travailler avec Miller en comprenant totalement son approche, comme la séquence du tennis, une des préférées du réalisateur, la balle de tennis se transformant en chauve-souris dans le roman et la raquette en serpent, ce qui là ici n'arrive pas. ILM va rester sur la balle sur un effet simple mais plus drôle, sans tomber dans le ridicule, et les actrices, surtout Susan Sarandon, n'ayant jamais joué au tennis, la balle sera ajoutée à un grand nombre de plans incrustés en post-production. Rob Bottin, lui, va donc s'occuper de toute la partie maquillage, et Dieu ce qu'il nous manque quand on voit le travail de Rob Bottin et ses métamorphoses stupéfiantes sur Nicholson. Avec son budget à l'époque assez considérable de 22 millions, le film va en rapporter 63 aux États-Unis et plus d'1 million d'entrées en France. Ce sera un plaidoyer mondial, par contre, pour la performance de Jack Nicholson. Tout ce que je sais, c'est que nous étions amis et que vous m'avez rejeté du jour au lendemain. Vous vouliez peut-être que j'écrase le coup, merde alors. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Et oui, qui d'autre que Jack Nicholson aurait pu, à l'époque, jouer aussi bien le diable, si ce n'est le formidable acteur en Daryl Van Horn, soi-disant riche new-yorkais qui va s'installer dans la maison la plus classe de la ville, un manoir magnifique. Un diable qui a tous les vices, passant d'amant à coléreux, de bourgeois sympathique à monstre immense. Il est ici, comme souvent, parfait, se délectant de ce rôle qu'il joue à la perfection. Le fait qu'il soit un queutard dans la vie réelle a dû aider. Mais je te jure que j'ai pas pu marcher pendant 2 jours. Un rôle complètement écrit et fait pour lui, il n'y a pas photo, et complètement en adéquation avec le décor proposé, s'amusant avec la libido des 3 femmes qu'il rencontre ici. Suki, enfin je vous rencontre. Je suis ravie de vous connaître. Son jeu d'acteur et son visage est déjà en soi une diablerie, un jeu qu'il exploite et dont ce film en est ici enfin cet exutoire de le voir dans le rôle que quelque part tout le monde attendait, rôle dont déjà physiquement il en est maître. Foutez le camp, retournez à votre misérable petite vie et foutez-moi la paix, je m'en branle. Méphistophélès, le diable, est dans les détails et donc chaque geste, chaque pas, chaque danse, chaque sourire, tout est fait pour l'acteur, sans même une mise en abîme. C'est juste un rôle à sa démesure et en même temps, la chaussure parfaite à son pied. Les filles, qu'est-ce que vous faites?
Ses costumes, même excentriques ou classieux, lui vont tous comme un gant, et fait étonnant, personne ne se rappelle de son nom. C'est D quelque chose, R quelque chose, L. Daryl, c'est ça. Il est le diable en chaleur, celui qui va, par le sexe et la manipulation, jouir de ces trois femmes et du pouvoir qu'il a sur elles, et cette ville pleine de bondieuseries. Est-ce que vous croyez que Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a créé la femme? Daryl Van Horn vit un rêve avec ces trois femmes jusqu'à ce qu'elles se rebellent, ce qui va le mettre dans une rage folle, voire diabolique. Jack Nicholson n'a pas que des amis sur ce film, et d'autres, pour beaucoup de critiques, il en fait trop, beaucoup trop. Seulement voilà, le diable, encore une fois, est dans les détails, comme certains diront, pas besoin d'effets spéciaux quand l'on a Nicholson, une déclaration du responsable des effets pour amuser le réalisateur. Mais George Miller, lui, se régale, Nicholson étant pour lui l'acteur vraiment généreux par excellence et des plus aimables, ce genre d'acteur dont les réalisateurs sont friands. Étant lui-même réalisateur et un technicien accompli, il comprend tout ce que demande George Miller. Il va totalement s'abandonner dans le rôle et en montant le volume, et ce sans jamais perdre le contrôle de la situation. Bref, quel putain d'acteur qui n'hésitera pas à improviser certains moments. Vous croyez que Dieu ne fait pas d'erreur? C'est qu'il en a fait du chemin, le Mad Jack, jusqu'à sa rencontre avec George Miller. Chemin avec des hauts et des bas, mais qui va continuer un moment. Il est une star et séduit, séduit et séduit encore. On lui pardonne tout au Jack. Ce sont mes fruits préférés. Je ne peux pas les accepter, Daryl. Un acteur démentiel de Chinatown de Polanski à Shining de Kubrick. Même pas juste un petit moment, je veux dire le temps de me sécher, de dire un mot gentil au môme. De Vol au-dessus du nid de coucou de Milos Forman à tant d'autres, bref, de grands rôles et de grandes récompenses. Il pourrait avoir sa vidéo à lui tout seul, et c'est Jean-Pierre Moulin qui est à sa voix française impeccable, comme il le fait très bien sur Anthony Hopkins. De beaux cils. Un beau cul. De leur côté, trois femmes veulent un homme, un vrai, chose apparemment introuvable en ville. Chacune est différente et pourtant reste soudée. Et une très grosse. Je préférerais qu'elle soit petite. Surtout dans l'adversité, après que Daryl Van Horn, notre diablotin, ait presque réussi à les monter les unes contre les autres. Seule à l'aimer, vous allez la fermer, oui, j'en ai marre de ça, moi. J'en ai marre de vous deux. Trois femmes montrées fort heureusement de façon différente en rapport au livre et des plus intéressantes ici, l'auteur les décrivant avec une misogynie navrante que le film rattrape très bien. Un film certes sur la bataille des sexes, sans donner de gagnant puisque pris dans une bataille éternelle qu'aujourd'hui encore fait rage tant que personne n'écoute aucun des côtés, un dialogue de sourds dommageable. Une femme est un trou, n'est-ce pas ce qu'on dit? Toute la futilité du monde se déverse en elle. L'histoire, malgré les effets imposés, reste centrale et est bien de ces trois femmes et d'un homme, le pire de tous, mais le plus séduisant aussi. Eh bien, vous savez, je dois admettre que j'apprécie votre extrême franchise, Daryl. La première, Alexandra Melford, est interprétée par Cher, veuve passant le plus clair de son temps à sculpter de petits êtres aux formes féminines évidentes et avantageuses qu'elle vend dans un magasin de souvenirs dans sa petite ville et la plus sensuelle du groupe. On dirait qu'il sait tout de moi. Et pas que de moi, il sait tout sur tout. Et je meurs d'envie de te le présenter. Pour Miller, Cher est celle qui a le moins d'expérience et qui va faire appel à son instinct sur le tournage. Elle est bien sûr connue pour sa carrière musicale et au cinéma, nous pourrons garder le mystère Silkwood de Mike Nichols, Masque de Peter Bogdanovich, Suspect dangereux de Peter Yates, Éclair de lune de Norman Jewison, Les deux sirènes de Richard Benjamin. Bref, elle a réussi pas mal de films. Et c'est Annie Balestra qui est à sa voix française. Je vous rends nerveuse. Oh nom de Dieu, oui. Je suis désolée. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. La seconde est Jeanne Spofford. Là, c'est Suzanne Sarandon qui s'y colle, divorcée, professeure de musique et violoncelliste de passion, mais légèrement refoulée dans sa façon d'être et intellectuelle du groupe. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Pour Miller, c'est une actrice capable de jouer dans tous les registres, comme elle le prouvera bien sûr plus tard. Tu es venu réparer la plomberie? Non, j'ai pas eu le temps de me changer et tout. Suzanne Sarandon a déjà une petite carrière, mais sort du film Les Prédateurs de Tony Scott, puis enchaînera sur Duo à 3 de Ron Shelton, Thelma et Louise de Ridley Scott et une tétrachie d'autres films ou de grands films. Scandale de la maison Lennox? Traîné. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez entendu. Frédéric Clermont est à sa voix française. Vous allez me séduire, moi aussi.
Et enfin la troisième, et pas des moindres, la timide et émotive mais superbe Suki Richmond, blonde aux yeux bleus, fille mère de 6 enfants dans l'impossibilité de faire l'amour avec un homme sans tomber enceinte. Bon, je dois vous prévenir, je tombe enceinte. Je veux dire que je tombe enceinte à chaque fois. Et travaillant comme journaliste et secrétaire dans la gazette locale d'Eastwick. Félicia, c'est Félicia, bien sûr. Elle est malade. Elle-même tenue par les très rigides époux Alden, mais nous y reviendrons. Salé? Vous aussi? Des 3 actrices, c'est pour Miller celle qui travaille grâce à une technique complètement ciselée. Elle va enchaîner les gros films depuis le Scarface de Brian De Palma, Série noire pour une nuit blanche de John Landis, Lady Hawk de Richard Donner, puis Veuve mais pas trop de Jonathan Demme, Tequila Sunrise de Roberton. Et j'avais parlé d'elle sur Scarface, Lady Hawk et Tequila Sunrise dernièrement. Vous n'êtes pas comme les autres hommes, dites donc. La grande Mike Dara, en plus, est à sa voix française. 3 femmes aux vies monotones, mais que Daryl Van Horn va percuter de plein fouet à leur demande. Et c'est pas une image. En effet, elles se réunissent le jeudi soir pour leur soirée chips, popcorn, fromage, et surtout ne parler que d'une seule chose, le sexe. Ou plutôt, leur manque de sexe, et de trouver l'homme idéal, s'il existe. Le vœu est simple, un homme qui écoute, beau, mais pas trop, et une grosse bite. On dit que les femmes s'en fichent. Moi, je suis d'une taille plutôt moyenne. Et vous, qu'en pensez-vous? Daryl va les combler sexuellement, lui se créant son harem constitué d'une brune, d'une blonde et d'une rousse, et enfin se sentant libéré, c'est par le meurtre de Félicia qu'elles vont comprendre la manipulation dont elles font l'objet. C'est nous! Hier soir, tout ce qu'on a dit. Elles vont revenir vers lui par obligation, mais vont lui faire subir de sacrés sorts, d'autant qu'elles sont toutes enceintes du bonhomme. Vous savez tous ce qui se passe là-dedans. Il y a le vice et les perversions. Opposant souvent le sexe et la religion dans ses romans, Updike ne fait pas l'unanimité pour adapter ses romans. Dieu nous a fait à l'image du bien et regarde ce que nous sommes devenus. Ici, pour le côté religieux, ce sera au travers des yeux de Félicia Arden, bigote insupportable et malheureusement très voire trop exagérée pour être crédible, quoiqu'aux États-Unis, des comme elle, et il n'y en a pas deux. Mangez, 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 mangez. C'est la parfaite Veronica Cartwright qui s'y colle, absolument détestable et dont on se délecte de ses dialogues bon Dieu-arts et de sa haine de plus en plus forte sur la relation qu'a Daryl Van Horn et les 3 sorcières. Des animaux fous furieux, dévorant la terre et s'en dévorant. Malheureusement pour elle, croiser Daryl et le mettre en garde comporte des risques. Elle va donc chuter dans un escalier pour commencer et se casser la jambe, et pas qu'un peu. Et vomir à peu près 6000 litres de cerises. Il va tellement agacer son mari qu'il va la tuer à coups de tison de cheminée. Ça ira comme ça. Veronica Cartwright qui se colle à ce rôle pas facile du tout, une actrice qui jouera très jeune pour Hitchcock dans Les Oiseaux en 1963, L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman, et l'année d'après sera Lambert dans Le Alien de Ridley Scott, une grande actrice au second rôle souvent parfait. Ce n'est qu'un journal local, n'oublie pas, Félicia. Qui raconte ces turpitudes locales? Et enfin Richard Jenkins est le mari de Félicia, Clyde taciturne et supportant les innombrables monologues de sa femme et tous les reproches que tout le monde subit. Tu es un beau raté, Clyde. Tu sais, on devrait même te pondre avec ce fils de... Possédé par Daryl, il va tranquillement tuer sa femme et se remettre à lire son livre. Un acteur que l'on adore, dont j'ai parlé sur le Silverado de Laurence Kasdan, et qui aura lui aussi une belle filmographie doublée par Jean-Claude Montalban ici. N'oublions pas le valet de Daryl, Fidel, joué par le géant de Twin Peaks, le grand Karel Struiken, toujours formidable. Engager John Williams sur les sorcières d'Eastwick sera la meilleure idée du film, lui donnant non seulement une âme que le diable ne volera pas, mais aussi une musique inoubliable. C'est qui commençait à se faire rare le maître, puisque de 1984 à 1987, il ne va composer que la musique de La Rivière de Mark Riddell et Cap sur les étoiles d'Harry Winner. Autant dire que la musique et son album Warner d'époque est très, mais alors très attendu et ne décevra en rien. Je regarde dans le miroir et je vois toutes les choses. C'est désagrégé de plus en plus vite.
Il nous compose le thème d'Histoire fantastique à la télévision pour Spielberg et revient juste après pour les Sorcières d'Eastwick et revient juste après ces Sorcières d'Eastwick sur le Empire du Soleil de Steven Spielberg. Les Sorcières d'Eastwick donc, qui est un monstre de musique, le genre de composition que l'on prend dans la gueule sans s'y attendre, loin de ce qu'il compose pour Spielberg, comme il a su le faire sur le Dracula de John Badham, d'une imagination sans aucune limite, et j'irai jusqu'à dire troublant par sa façon de déborder les thèmes et de musique folle. Un équilibre dans le grandiose, intime et grandiloquent, une partition orchestrale d'une grande qualité et d'une grande maturité qui, si cela était possible, rehausse encore le film de George Miller. Malheureusement, certaines parties de la musique, et notamment la scène des ballons, seront charcutées au montage, y préférant Nessun Dorma au lieu du formidable morceau qu'écrit Williams et qui est sur le disque. Le morceau Dances of the Witches, satirique en diable, donne le ton, ravi et reste en tête, absolument parfait avec son thème sautillant et vivifiant qui fera le lien sur tout le film. Un mélange orchestre et synthétiseur du meilleur effet et absolument réussi qui accompagne remarquablement les images. La dérision et le mot d'ordre donc de chaque note et le final bien sûr nous offre une musique particulièrement massive, terrifiante et sombre, basculant par moments dans l'avant-gardiste chaotique, atonal et dissonant, une musique massive comme plus personne n'en écrit malheureusement, Williams y compris. D'une diabolique qualité, habile et bien menée, l'atmosphère qui découle de l'écoute de la musique en est machiavélique de bonheur, romantique et sensuelle, doublée d'envolées savamment disposées. L'album étant maintenant difficile à trouver, sachez, chers amis, que l'intégrale de la musique se trouve par contre en piste isolée sur le DVD et en plus dans son intégralité. Le son n'est pas celui d'un CD, mais bordel, c'est toujours bon à écouter. Bref, du pur John Williams, hors Spielberg, et qu'il aurait été bon d'en avoir plus, comme avec The Accidental Tourist de Laurence Kasdan. Bref, une musique à avoir absolument, avec un sérieux goût de « reviens-y ». De la musique proprement magnifique, au décor, actrices, acteurs et tout technicien ayant œuvré sur ce film, tout est beau, tout est parfait, réussi en diable dans ce conte sexy et pourtant fantastique et violent. Un film ultra moderne à l'époque, grâce au talent de chacun donc, outrancier, certes, et c'est ce qui nous plaît, un film pour tous, pourtant plongé dans le sexe, la féminité et le machisme, aux acteurs impeccables, et sans oublier les effets spéciaux, à même le plateau ou optique, délicieux et donnant le ton juste. Femmes et sorcellerie ont toujours été mêlées à une certaine époque, cette légende continue donc ici, bien que de nos jours, ou du moins l'époque où le film se passe. Un film qui plaît à beaucoup, mais qui ne va pas cartonner plus que ça, puisque tout le monde se retrouve par certaines scènes et peu dans l'intégralité du film. Ce n'est pas un film entièrement pour les jeunes, c'est pas mal pour les adultes et ce qu'il faut pour les fans de fantastique, mais dont ces tranches de goût se retrouvent dans cette sauce qui prend très bien. Le livre restait dramatique, une quatrième sorcière séduisait l'homme étant plus jeune et les trois femmes lui foutaient un cancer pour l'éliminer, alors qu'ici tout n'est que fantasme euphorique, plaisir de la chair, et les trois femmes ne resteront que des sorcières d'appoint, pas entièrement conscientes des pouvoirs qu'elles obtiennent. Fort heureusement, Miller ne va pas adapter ce roman à la lettre, mais rester sur le jeu des actrices et de l'acteur pour le plaisir de tous, et même les moments dramatiques restent fun et agréables, sans jamais vraiment nous effrayer, mais toujours nous distraire, en levant du roman ce que l'écrivain Updike n'arrêtait jamais de narrer, le sexe et le sexe, même si bien présent ici, le point de vue religieux qui ne sera vu que du point de vue d'une seule personne dans le film. Je suis enceinte. Moi aussi. Quel enfoiré ce mec.
Les fans de Mad Max pourront être surpris de ce genre de film, changeant de style et de genre par rapport à la trilogie de Max Rokatansky, et pourtant, la mythologie qui fascine le réalisateur en est son principal art de travailler et de vivre, et nous donne un film inhabituel et envoûtant sur un fond de fantastique et de surnaturel parfait. Les actrices sont parfaites aussi et Jack Nicholson brille par les multiples facettes de son talent. George Miller passe d'un genre à l'autre avec une facilité déconcertante qui frise le génie, que dis-je, qui est du génie, et nous prouvera encore et encore jusqu'à son Furiosa tourné à 80 ballets. Un film sur les relations entre les deux sexes, une parabole à peine cachée qui titillera les plus ouverts d'esprit, les autres n'y comprenant rien. Sorcières, diables, sexualité, tout un monde fascinant sur lequel le cinéma revient peu, en tout cas sur la sexualité, notre monde hypocrite faisant semblant que la chose n'existe pas de nos jours. Rien qu'avec ce film, George Miller va se débarrasser de son étiquette Mad Maxienne et prouver qu'il est à l'aise sur tous les sujets, chaque plan de ce film étant tout un art où le regard du spectateur est happé par chaque image. Un film instantané classique, un peu trop souvent oublié, mais un gros 7 poils sur 6 pour le bonheur total qui nous amène en nous transportant dans un très bon film. Et ça, c'est très maléfique. Venez faire un gros bisou à papa. Allez, venez mes grands. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses, mais j'ai pas les 3 filles. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Oh, voyons, mesdames.